יום הולדת היום, יום הולדת היום, עוד לא, יום הולדת ליל סבא. חג לא שמח, חזר לא קורח, היום יום הולדת לסבא. חג לא שמח, חזר לא קורח, היום... Cette histoire aurait pu se terminer différemment. Au début, on pouvait même croire que cette histoire existerait pour toujours. Michel Nissenbaum, grand-père de 59 ans, a quitté Sderot ce 7 octobre pour courir à l'aide de sa petite fille. Mais alors qu'il était en route vers le sud, on a perdu sa trace. Et son histoire est devenue l'un des mystères de cette terrible journée du 7 octobre dernier. L'histoire de mon père est l'une des plus mystérieuses du 7 octobre. L'armée avait seulement les informations que nous avons pu recueillir. Et rien d'autre. Rien du tout. Avec tout ce qui s'est passé ce jour-là à Sderot, ils ne se sont même pas rendus compte que quelqu'un avait été enlevé. Pendant plus de 8 mois, les filles de Michel, Chen et Michal, sont parties chercher sa trace. Les autorités militaires avaient désigné leur père comme otage du Hamas à Gaza, alors que personne ne pouvait répondre à la question qu'elle posait. Qu'était-il arrivé à Michel Nissenbaum le 7 octobre? C'est seulement au mois de mai dernier qu'est arrivée l'information qui a mis fin aux questions restées sans réponse. Le corps sans vie de Michel avait été retrouvé dans les tunnels du Hamas à Gaza. Après qu'il ait été inhumé, l'aînée de ses filles, Chen, nous raconte comment, avec sa sœur, elles ont pu rassembler les pièces du puzzle des dernières heures de leur père Michel. Nous nous sommes levés à Ashkelon avec les alertes à la roquette qui ne s'arrêtaient pas. Et c'était vraiment différent de ce qu'on connaissait d'habitude. Ma nièce se trouvait à Reim, dans la base de la division de Gaza avec son père. Très vite, nous avons compris qu'il fallait la ramener à la maison. Nous avons l'habitude de ces états d'alerte et en général, ça ne s'arrête pas après 1 heure ou 2. Et donc, nous devions aller la chercher. Mon père habite Sderot. C'était évident de lui demander de remplir cette mission. Nous l'avons donc appelé au téléphone et nous lui avons demandé de partir la chercher. 5 minutes plus tard, il était prêt à partir. À ce moment-là, à Reim, Guy et sa fille de 4 ans, Mika, se cachent des terroristes. Ashkelon est sous une pluie de roquettes et en route pour le pourtour de Gaza, Michel ne répond plus au téléphone. Ma mère s'est rendue compte qu'il ne répondait plus aux appels et m'a téléphoné pour me prévenir. Je l'ai rassurée, je lui ai dit que moi aussi j'allais essayer de lui parler. Mais je ne l'ai pas vraiment prise au sérieux. J'ai appelé une première fois, il ne répondait pas. Puis une deuxième, toujours sans réponse. Quand il n'a pas répondu au 3e appel, je l'ai dit à mon mari. Après plusieurs autres appels, ce sont finalement des terroristes qui m'ont répondu. Je me répète tout le temps que si je l'avais appelé, ne serait-ce que 2 minutes avant, si j'avais pris mon téléphone un peu plus tôt, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Je ne savais pas encore que la région était envahie de terroristes. À ce moment-là, encore personne ne l'avait compris. Tous ceux qui ont connu Michel savent que rien ne l'empêcherait de continuer sa route. Il a eu l'occasion de faire demi-tour pendant qu'il roulait vers la base, jusqu'à ce qu'il soit au contact des terroristes. Mais visiblement, il a décidé de continuer tout droit. Et c'est comme ça. Il était comme ça. D'ailleurs, je pense qu'il serait sorti même si nous n'avions pas eu besoin qu'il aille chercher Mika. Il serait parti se battre à Sderot puisqu'il était armé et volontaire à la Croix-Rouge israélienne, Mada. En fait, il avait toutes les qualités requises pour ce genre de situation. Jamais il ne serait resté chez lui sans rien faire. Nous nous rendons au dernier endroit d'où son père a répondu et été enlevé, afin de retracer son parcours du 7 octobre. Sa route part de Sderot, puis passe par l'intersection de Sha'ar HaNegev, et enfin au virage de Mefalsim. Le virage de la mort, le voici ici sur la dernière photo que l'on a de lui. On ne peut qu'imaginer ce qu'il a vu à ce moment-là, quelles ont été ses dernières pensées, bien que nous ne le saurons jamais. Mais les images de cette route nous aident à mieux comprendre pourquoi Michel voulait tellement porter secours. Voilà, c'est là. On s'arrête ? Oui. Il arrive donc de là-bas. Et à l'entrée du virage, il tombe sur des jeunes qui fuyaient la Rave Party Nova. Ils lui font signe et le préviennent du danger, de ne pas continuer. Il fait donc demi-tour pour un instant, revient sur ses pas et leur dit où se cacher, où aller, quoi faire.
Et il lui répète de ne pas continuer à rouler. Et il leur dit « Tout va bien, je suis armé, je continue ». À partir de là, s'ouvrent les portes de l'enfer. Un trou noir dont on ne sait rien. Dès ce moment-là, Michel disparaît, comme si la terre l'avait avalé. Les informations s'arrêtent sur la frontière avec Gaza. Ses deux filles, Chen et Michal, recueillent ça et là des bribes d'informations. Quelqu'un nous a envoyé une vidéo qui était sur Telegram. Ils disent qu'ils ont attaqué un tank et qu'ils ont tué tous les soldats qui s'y trouvaient. Ils montrent toutes les cartes d'identité, les permis de conduire, les permis de port d'armes. Ils soutiennent qu'il y avait plusieurs personnes. Mon père était toujours avec son portefeuille sur lui. Il ne le laissait jamais dans la voiture. Donc on comprend qu'ils l'ont aussi fouillé, qu'ils l'ont physiquement touché. Pendant longtemps, la famille de Michel a guetté un signe de vie, quel qu'il soit. En mai, l'information est tombée. Son corps a été retrouvé. C'est la première fois depuis le 7 octobre que j'ai réussi à dormir une nuit entière, quand ils ont ramené le corps. La première fois que je me suis permise de relâcher la tension et de respirer un peu. Toute cette période était tellement... Eliran était à l'armée comme réserviste jusqu'en février. Je me demandais pour lequel des deux on frappait à ma porte. אנחנו מעדכנים היום כי גופותיהם של החטופים חנן יבלונקה, מישל ניסנבאום ואוריון הרננדז, זכרם לברכה, חולצו במהלך הלילה במבצע משותף של צה"ל ושב"כ. La nuit est tombée sur le quartier gazaoui de Jabalia. Les soldats et agents du Shabak sortent en opération de sauvetage des corps des otages. Tout a commencé lorsque les combattants de la 7e division ont abattu un premier terroriste qui servait visiblement de guetteur là où étaient entreposés les corps. Les soldats prennent le contrôle du bâtiment et neutralisent les terroristes présents. Idan, commandant de réserve, chef de division au sein du 75e bataillon, revient sur cette opération qui restera l'une des plus marquantes de cette guerre. D'abord, il faut dire que nous ne savions pas le but de la mission. Nous sommes rentrés dans le quartier de Djebalia dans le but de détruire les forces du bataillon du Hamas présents dans cette zone. Nous rentrons avec un bataillon du génie et nous nous rapprochons. Nous repérons une maison suspecte et nous tirons sur ce bâtiment. L'un des chefs de bataillon rentre et me dit qu'ils ont trouvé l'entrée d'un tunnel. Dès que j'entends cela, je saute de joie et j'appelle tout l'équipage de mon tank pour se rendre sur place. Nous fonçons et dès que nous arrivons, nous voyons en effet l'entrée du tunnel. Tout de suite, les forces spéciales préparent leur matériel. Durant la soirée, on trouve un couteau dans les puits. Et quelques soldats, avec un courage incroyable, décident de descendre dans le tunnel. Lorsque le premier d'entre eux revient après une demi-heure, nous savons donc qu'ils vont bien, mais il revient avec un sac mortuaire. Idem avec le deuxième combattant, puis le troisième, puis encore un sac, puis un autre. Nous attendons, prêts à l'action, que toute la force entrée dans le tunnel remonte. Toute cette partie de la mission dans le tunnel se termine. Les enfants grandiront, ils parleront de toi et comprendront quel héros tu étais. Et que tu as réussi à sauver des gens en chemin. Des gens qui sont aujourd'hui en vie et avec nous grâce à toi. Tu n'as pas renoncé jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de te battre. Dès que la nouvelle s'est propagée, la famille de Michel n'a demandé qu'une seule chose, rencontrer la force qui a opéré cette nuit-là, leur parler les yeux dans les yeux et entendre ce qui s'est passé. La première chose que j'ai demandé, c'est si quelqu'un a été blessé pendant l'opération. Et j'étais très heureuse d'entendre que non. Pour ma famille et moi, il était tellement important de vous rencontrer et de vous remercier. Rien n'était évident et j'ai malheureusement très peur de la suite. Je pense que certaines familles ne pourront jamais faire leur deuil. Mais nous si, grâce à vous.
Retour dans la maison de Michel. Quand la faim devient palpable, il faut lui faire face. La réalité d'aujourd'hui est un appartement vide, plein de cartons qui contiennent des bribes de vie entière. Il y a aussi un t-shirt avec une phrase de l'une des chansons de Shlomo Artzi, imprimée sur son dos, puisque c'était le chanteur préféré de Michel. Une montre et un trousseau de clés. Un verre de café est resté posé sur la table. Ce sont les souvenirs et vestiges de sa vie, restés silencieux, alors que Michel était une personne pleine de vie. Une vie entière emballée dans des cartons. Comment on peut comprendre une chose pareille et l'accepter? Je fais en sorte de tout le temps être occupée. Mais qu'est-ce que je ferai quand il n'y aura plus rien à faire? Le fait d'être tout le temps active me permet de tenir. Ça me laisse aussi l'impression qu'il est là avec moi, qu'il est en vie. Je peux entendre son nom et les gens qui parlent de lui. Mais à la fin, que se passera-t-il? Qu'est-ce qu'il gardera avec nous? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Il était là tout simplement. Il me téléphonait quand il allait quelque part et qu'il s'ennuyait en conduisant. Je n'arrêtais pas de me plaindre quand il faisait ça. Tout le temps. Qu'est-ce qu'il pense? Que j'ai du temps pour ça? Je suis occupée. Aujourd'hui, je veux me plaindre. J'ai besoin de me plaindre. Je peux aussi parler de beaucoup de points positifs dans ma situation personnelle. Et parler de façon positive de toute cette épreuve n'est vraiment pas évident. Mais là, il y a un début et une fin. J'ai un endroit où me recueillir. Je sais comment tout s'est terminé, de façon certaine. Et ça, c'est bien. Mais ça n'enlève rien à la douleur.